Bien, bonsoir à tous et bienvenue à cette webconférence de débrief du congrès de la FEF 2025. C'est tenu à Montrouge il y a quelques jours. C'était un congrès riche avec beaucoup de sujets différents. Et puis, donc, on a deux oratrices ce soir, Laurel Krief et Manon Allaire, qui vont digérer un petit peu le congrès pour nous et présenter donc ce qu'elles ont retenu. L'idée, bien entendu, comme d'habitude, de cette webconférence, c'est qu'elle soit le plus interactive possible. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, hein, et on prendra les questions au fur et à mesure, donc intervention après intervention. Alors, mais on va attaquer d'emblée dans le vif du sujet. Et je vais donc laisser la parole à Laure qui va nous parler donc, de ce qu'elle a retenu comme information importante du congrès sur la cirrhose, l'hypertension porte, la stéatopathie métabolique et certaines maladies rares. Voilà, Laure, c'est à toi, on t'écoute. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Donc effectivement, on va commencer tout de suite par l'hypertension portale et je tiens à vous dire que c'est une sélection qui a été difficile parce que, comme l'a dit Alexandre, il y avait beaucoup de communications extrêmement intéressantes. Elles étaient d'ailleurs toutes très intéressantes et donc j'ai fait un choix parfois un peu arbitraire. Donc on va commencer tout de suite par l'hypertension portale et la cirrhose et avec cette première étude qui a été présentée par l'équipe de Grenoble qui a étudié les disparités entre les hommes et les femmes dans la cirrhose. Il s'agit d'une étude sur près de 10 000 cas incidents en France. Vous savez qu'on parle beaucoup de la médecine de genre, notamment dans d'autres spécialités comme la cardiologie. Et donc l'objectif de cette étude, qui était basée sur les données du SNDS, c'était de décrire les caractéristiques des patients atteints de cirrhose en France en fonction du sexe. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, elle a porté sur près de 10 000 cas incidents de cirrhose diagnostiqués entre 2015 et 2021, 35% de femmes et 65% d'hommes. Vous voyez en bas à gauche les caractéristiques très générales des patients, une soixantaine d'années. Vous voyez que chez les femmes, eh bien, il y avait moins fréquemment de consommation d'alcool ou de tabagisme qui était rapporté. Donc, il s'agit, je vous rappelle, des données du SNDS. Et si on regarde la cause de la cirrhose, eh bien, chez les femmes, la cause était moins fréquemment liée à une consommation d'alcool, mais plus fréquemment associée à un syndrome métabolique ou de cause indéterminée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, là vous voyez sur la partie droite de la diapositive, c'est que la majorité des patients, y compris les femmes, étaient dans le quatrième et le cinquième quintile de l'index de déprivation, ce qui correspond aux classes les plus défavorisées. Si on regarde maintenant la présentation clinique, sur des données de codage, eh ben, vous voyez que la présentation clinique est également différente entre les hommes et les femmes. Les manifestations sont légèrement différentes, moins fréquemment de complications de la cirrhose, en particulier d'acide, d'hypertension portale, d'hépatite liée à l'alcool ou d'hospitalisation. Mais cependant, malgré une incidence de complications plus faible, eh bien, la survie était diminuée chez les femmes porteuses d'une cirrhose comparée aux hommes. La deuxième étude que je vous propose, c'est une étude qui a été présentée par Hélène Larue de l'équipe de Toulouse, qui est une étude multicentrique française qui s'est attachée à étudier le pronostic du traitement par TIPS chez les patients âgés de plus de 70 ans. Donc, il s'agissait d'une étude rétrospective multicentrique qui a été menée dans 8 centres français chez des patients chez qui un TIPS a été mis en place entre 2010 et 2025. Les critères d'inclusion étaient les suivants: une cirrhose, un âge de plus de 70 ans le jour du TIPS et un suivi d'au moins 3 mois. Les patients étaient exclus lorsqu'ils présentaient un CHC en dehors des critères de Milan ou qu'ils avaient déjà été transplantés. Et les critères d'évaluation étaient la survie sans décompensation ultérieure et également les autres complications de la cirrhose ou la décompensation cardiaque. Donc,
388 patients ont été inclus et donc c'est la plus large étude qui s'est intéressée aux patients âgés et qui ont été traités par TIPS, 2 tiers d'hommes, donc des caractéristiques assez classiques, un âge moyen de 74 ans, une cirrhose liée à l'alcool ou au syndrome métabolique dans la majorité des cas et un score MELD médian qui était à 13. Et déjà ce qu'on peut voir c'est que l'indication du TIPS était dans près de la moitié des cas une acite réfractaire et plus rarement une prévention de la récidive hémorragique dans 13% des cas et finalement en urgence dans moins de 20% des cas. Premier résultat très important, c'est ce que vous voyez sur la partie droite de la diapositive. La survie sans décompensation à 1 an était de 32% à 1 an. Donc une survie qui était plus faible que la survie qu'on a l'habitude de voir chez les patients plus jeunes, ce qui n'est pas très étonnant, mais quand même un chiffre à garder en tête. Et une survie globale qui était de 57% à 1 an. Et puis, un autre résultat très important, c'est l'encéphalopathie hépatique, dont l'incidence était de 46% à 1 an chez des patients globalement très sélectionnés. La troisième étude, également sur le TIPS, on a eu beaucoup d'études sur le TIPS lors de ce congrès de la FEF, était consacrée à l'étude de l'incidence et des facteurs prédictifs de l'encéphalopathie hépatique après la pose d'un TIPS électif chez des patients atteints de cirrhose. Il s'agissait d'une étude ancillaire de l'essai multicentrique PERPET. Donc, comme vous voyez, les objectifs de cette étude étaient d'identifier de manière rétrospective, mais sur des données d'un essai randomisé prospectif, les facteurs prédictifs d'encéphalopathie hépatique et d'encéphalopathie hépatique sévère après la pose de TIPS, avec une attention particulière sur les comorbidités, en particulier les facteurs de risque cardiovasculaire. Et le deuxième objectif était d'évaluer l'impact de l'encéphalopathie hépatique sur le pronostic des malades et notamment la survie sans transplantation hépatique. Donc, comme je vous disais précédemment, il s'agit d'une étude ancillaire de l'étude PERPET. C'est l'étude qui avait été publiée par Christophe Bureau et qui s'était intéressée à l'intérêt de la rifaximine pour prévenir l'encéphalopathie hépatique post-TIPS. Et voilà un peu rapidement le schéma de l'étude. Les patients étaient randomisés 2 semaines avant la mise en place du TIPS et recevaient soit de la rifaximine, soit un placebo. Et donc, la pose de TIPS était effectuée 2 semaines après la randomisation. Les patients étaient suivis pendant 1 an. Pour cette étude ancillaire, eh bien, la survenue de l'encéphalopathie avait été évaluée à 90 jours, donc à 3 mois de l'inclusion et à M12. 186 malades avaient été inclus dans cette étude avec un âge médian de 60 ans. Comme vous voyez, près de 40% des malades étaient atteints de diabète au moment de l'inclusion. La cirrhose était liée à une consommation d'alcool chez 86% des malades. 16% avaient un antécédent d'encéphalopathie hépatique, un Child-Pugh médian à 8, un MELD médian à 11, donc des patients très sélectionnés. Et le type s'était mis en place pour une acite difficile à traiter dans l'immense majorité des cas. Dans cette étude, qui est un essai randomisé contrôlé, l'incidence de l'encéphalopathie hépatique clinique, donc de grade 2 dans la classification de Westhaven, était de 46% à 1 an. Et parmi eux, il y avait 18% d'encéphalopathie hépatique sévère. Les facteurs prédictifs d'encéphalopathie hépatique comportaient essentiellement l'âge et le diabète, ce qui conforte la notion et le concept d'altération de la réserve cérébrale, qui est un concept émergent et qui suggère que chez des patients qui ont une réserve cérébrale déjà globalement altérée, notamment les patients plus âgés ou avec des facteurs de risque cardiovasculaire comme par exemple un diabète, eh bien le TIPS est un élément aggravant chez des patients déjà fragiles. Et puis, l'autre résultat important est que l'encéphalopathie hépatique était en elle-même un facteur de risque de mauvais pronostic, car l'encéphalopathie hépatique sévère était prédictif du décès à 1 an.
Enfin, une troisième étude sur le TIPS, là encore présentée par l'équipe de la Pitié-Salpêtrière, qui s'est intéressée au pronostic des malades qui recevaient un TIPS de sauvetage au cours d'une hémorragie digestive réfractaire au traitement médical et endoscopique. Donc les objectifs de cette étude rétrospective multicentrique étaient d'évaluer l'évolution des patients avec un TIPS de sauvetage qui avait été suivi après 2020, donc dans les années les plus récentes, et d'évaluer si les critères de futilité qui avaient été publiés il y a environ 5 ans, qui étaient que chez les patients qui ont un MELD à plus de 30 et ou une lactatémie à plus de 12 mmol par litre, eh bien, le pronostic est catastrophique et que chez ces patients, le TIPS de sauvetage pourrait être futile. Et donc l'objectif de cette étude était d'évaluer si ces critères de futilité sont validés dans une cohorte indépendante. Donc, l'étude a porté sur la cohorte Eurotips, qui est une cohorte multicentrique. 14 centres en Europe participent et avec une inclusion prospective des malades dans des centres tertiaires à grand volume de TIPS. Les critères d'inclusion étaient la présence d'une cirrhose et une hémorragie digestive liée à un saignement variqueux, avec 2 classes d'hémorragie qui sont regroupées sous le terme d'hémorragie réfractaire, donc c'est-à-dire non où le saignement n'est pas contrôlé par le traitement endoscopique, ou la récidive hémorragique précoce, c'est-à-dire dans les 5 jours qui suivent l'épisode initial. Le critère de jugement principal était la survie à J42 et dans cette étude, la transplantation hépatique était considérée comme un événement compétitif. Donc, dans cette étude, là encore, un grand nombre de patients, pour cette indication finalement assez rare de mise en place du TIPS. 177 malades ont été inclus, des patients très jeunes, 54 ans, une majorité d'hommes et dans l'immense majorité des cas, 60% des cas, une consommation d'alcool active. 49% et 41% étaient classés Child B ou C et le score MELD était plus élevé que chez les patients qui reçoivent un TIPS de façon programmée, il était à 16. 21% avaient ce qu'on appelle une ACLF sévère, de grade 2 ou 3, et le saignement était lié à une rupture de varices œsophagiennes dans plus de 80% des cas. La lactatémie était à 2,2 mmol par litre. Alors le premier résultat qui est très intéressant et même surprenant, c'est que dans cette étude, eh bien, vous voyez que les 3 quarts des patients étaient finalement vivants à J42, donc vraiment ça change le paradigme comme quoi l'hémorragie digestive réfractaire a un pronostic catastrophique, car chez ces patients traités par TIPS, eh bien, finalement il y en a les 3 quarts qui sont encore en vie 6 semaines après l'épisode hémorragique. Les facteurs associés au mauvais pronostic étaient l'âge élevé, la consommation active de boissons alcoolisées, le grade ACLF et les composants du score MELD, donc la sévérité de la cirrhose. Et donc, le deuxième objectif était de valider les critères de futilité qui avaient été précédemment publiés. Et donc, on voit sur ces courbes de survie que de façon non surprenante, donc les patients qui ont un score MELD à plus de 30 et ou un taux de lactate à plus de 12 avaient une mortalité plus importante que ceux qui avaient un MELD bas et une lactatémie basse. Mais vous voyez malgré tout que la mortalité était autour de 60%, ça veut dire que la survie était d'environ 40% et surtout que le nombre de malades était très faible. Il y avait seulement 27 patients qui remplissaient ces critères de futilité, donc probablement qu'on ne peut pas vraiment se fier à ces critères de futilité pour récuser les malades d'un TIPS de sauvetage. Enfin, une étude concernant la cirrhose et la cirrhose liée à l'alcool qui s'est intéressée à la performance cardiaque chez des patients atteints d'hépatite associée à l'alcool. Donc il s'agissait d'une étude qui a été présentée par l'équipe de Beaujon. Il s'agissait d'un travail monocentrique rétrospectif qui a inclus des patients entre 2013 et 2023 qui avaient eu une biopsie hépatique par voie transjugulaire et un cathétérisme cardiaque droit et une mesure du gradient de pression hépatique
pour une biopsie hépatique transjugulaire pour une suspicion d'hépatite liée à l'alcool. Donc les patients inclus étaient des patients qui avaient une suspicion clinique d'hépatite liée à l'alcool avec une insuffisance hépatocellulaire et surtout un ictère, une bilirubine à plus de 50 micromoles par litre. Dans cette étude qui a inclus plus de 600 malades, eh bien, les malades avec une hépatite liée à l'alcool histologiquement prouvée, 463 patients, étaient comparés à des patients qui avaient une suspicion clinique d'hépatite liée à l'alcool, mais non retrouvée sur la biopsie hépatique, 188 patients. Et donc, le résultat principal est que la performance cardiaque, estimée par l'index de travail du ventricule gauche, eh bien, était plus altérée chez les patients qui avaient une hépatite liée à l'alcool par rapport à ceux qui n'en avaient pas, et que la combinaison de la présence d'une hépatite liée à l'alcool associée à une altération du travail cardiaque était associée à un plus mauvais pronostic. Donc, l'altération de la performance cardiaque chez les patients qui ont une hépatite liée à l'alcool est un facteur de mauvais pronostic. Finalement, cette étude, elle soulève encore plus de questions que les réponses qu'elle apporte. Quelle est la cause de cette altération du travail cardiaque et quelle est la réversibilité avec l'arrêt de la consommation d'alcool ou la transplantation hépatique. Et donc, il faudra certainement poursuivre les investigations dans ce champ. Et puis, si on va encore plus à droite de la sévérité des maladies hépatiques, eh bien, j'ai beaucoup aimé cette étude, là encore monocentrique rétrospective, qui s'est intéressée aux infections opportunistes respiratoires, en particulier l'aspergillose et la pneumocystose, dans les maladies chroniques du foie. Cette étude a été présentée par l'équipe de Rennes. Donc, les objectifs de cette étude étaient de décrire les caractéristiques des patients en hépatologie atteints de pneumocystose ou d'aspergillose pulmonaire et les facteurs associés à la mortalité. Il s'agissait de patients qui étaient suivis dans un service d'hépatologie, donc en soins conventionnels ou en unité de soins intensifs, et qui avaient un prélèvement fongique positif. Ils se sont fiés aux critères récemment publiés pour le diagnostic d'aspergillose pulmonaire ou de pneumocystose, et ils ont séparé les malades en plusieurs groupes, soit une aspergillose ou une pneumocystose prouvée ou probable, et l'ont comparé aux patients qui avaient ce qu'on appelle une colonisation aspergillaire ou une colonisation à pneumocystis carinii. Alors à gauche, ce sont les résultats pour l'aspergillose. Vous voyez, 65 patients ont été identifiés, 52 avec une colonisation et 13 avec une aspergillose probable. Et donc les résultats importants sont que près de la moitié des malades n'étaient ni traités par des corticoïdes ni par des immunosuppresseurs, et que les 2 tiers des malades étaient porteurs d'une cirrhose, et que la colonisation avait un pronostic qui était bien moins mauvais que l'aspergillose probable. Concernant la pneumocystose, c'est un petit peu la même chose. 50 malades ont été identifiés, 21 avec une pneumocystose prouvée ou probable. Et là encore, il y avait 90% des malades qui étaient porteurs d'une cirrhose et la moitié qui n'étaient ni sous corticoïdes ni sous immunosuppresseurs. Et donc ça vraiment, ça souligne que chez les patients qui sont porteurs d'une cirrhose, eh bien même sans traitement immunosuppresseur, quand les patients ont des symptômes respiratoires, eh bien notamment quand ils ont une maladie sévère du foie, qui ont une consommation importante d'alcool ou des facteurs de risque comme un diabète, eh bien, il faut savoir penser à ces infections opportunistes. Maintenant, on va passer à la MASH. Donc là encore, il y avait beaucoup de présentations intéressantes. La première, donc, qui a été présentée par le professeur Radziu de la Pitié, était une étude qui était tirée de l'étude Essence, qui est un essai de phase 3, randomisé contrôlé, qui étudie l'intérêt du sémaglutide à la dose de 2,4 mg en sous-cutané hebdomadaire comparé au placebo pour traiter la stéatopathie métabolique avec une fibrose F2, F3 qu'on appelle la at-risk MASH. Et donc, au cours de cette étude, il y a eu une analyse intermédiaire à 72 semaines qui a porté sur les 800 premiers patients randomisés qui montraient des résultats histologiques positifs, avec chez les patients une perte de poids de 10% dans le groupe sémaglutine contre 2% dans le groupe placebo. Et donc, l'objectif de cette étude était d'évaluer les effets du sémaglutide. Est-ce qu'ils étaient indépendants de la perte de poids? Et donc, cette étude a porté sur une analyse originale et complexe sur le plan statistique qui s'appelle une analyse de médiation.
Et donc, les résultats sont les suivants. Je vous ai dit, 800 malades ont été inclus dans cette analyse, un âge moyen de 56 ans, la moitié de femmes et 56 étaient porteurs d'un diabète. Et les critères d'évaluation, eh bien, c'était soit les critères histologiques d'amélioration de la stéatohépatite, soit les critères non invasifs, comme la baisse du score FAST, qui est un score d'évaluation de la mâche basé sur le fibroscan, donc l'élasticité et le CAP, ou la baisse de l'élastométrie hépatique par fibroscan. Et vous voyez que les effets du sémaglutide, que ce soit sur l'amélioration histologique ou sur l'amélioration des critères non invasifs, étaient pour la moitié liés à la perte de poids, mais pour la moitié non liés, indépendante de la perte de poids. La deuxième étude, encore présentée par le professeur Radiou de la Pitié, cette fois-ci s'est intéressée au resmetirom. Vous savez que c'est un agonisme sélectif du récepteur bêta des hormones thyroïdiennes et c'est surtout le premier traitement approuvé pour la at-risk MASH. Et donc l'objectif de cette étude était d'évaluer chez les patients atteints de cirrhose la sécurité du resmetirom et les effets de cette molécule sur la sévérité de la cirrhose. Donc ils se sont pour cela basés sur l'étude Maestro-NAFLD 1, qui est une étude de cohorte à bras ouverts. Et dans cette cohorte, ils se sont intéressés à 122 patients qui ont reçu le traitement pendant près de 2 ans. Donc, les critères d'inclusion étaient des patients avec une cirrhose métabolique compensée, sans hypertension portale, et ces patients recevaient du resmetirom à 80 mg par jour pendant 2 ans. Donc, le premier critère d'évaluation, c'était la sécurité. Et donc, sur les patients, eh bien, le résultat important, c'est que dans cette population de patients atteints de cirrhose, eh bien, il y a eu des événements indésirables, évidemment, mais qui ont conduit à l'arrêt du traitement chez seulement 3 patients sur les 122 et qu'aucun des événements indésirables graves n'ont été liés au traitement. Autre élément important, 5% des patients ont présenté une décompensation au cours des 2 ans de suivi, mais parmi les 6 patients qui ont présenté une décompensation, eh bien 5 sur les 6 avaient un score MELD relativement élevé au début de l'étude ou une thrombopénie, ce qui était évocateur d'une hypertension portale sévère. Et maintenant, l'effet de la molécule sur les paramètres de sévérité de la cirrhose, eh bien, vous voyez que dans cette population de patients avec une cirrhose compensée, eh bien, le traitement était associé à une augmentation, à une baisse de l'élastométrie hépatique, à une diminution des paramètres non invasifs d'hypertension portale, que ce soit le fibroscan ou le taux de plaquettes. Donc, cela suggère une efficacité du traitement et une amélioration de l'hypertension portale et de la fonction hépatique grâce au resmetirom, même chez les patients qui sont porteurs d'une cirrhose. Cette étude qui a été présentée par Hélène Fontaine de l'équipe de Beaujon s'est intéressée en fait à la répétition du fibroscan pour poser l'indication d'un traitement de la mâche. Vous savez qu'il y a maintenant des indications de traitement médicamenteux de la mâche basées uniquement sur l'élastométrie hépatique et il est maintenant recommandé de traiter les patients si l'élasticité hépatique est soit entre 8 et 20 kPa, soit entre 10 et 20 kPa en fonction des sociétés savantes. Et donc cette étude, elle s'est intéressée à la variabilité du fibroscan et à l'impact sur les décisions thérapeutiques. Donc il s'agissait d'une étude bicentrique prospective pour des patients qui étaient suivis pour une stéatopathie métabolique et qui avaient eu 2 mesures d'élasticité réalisées. Donc le premier résultat important, c'est qu'il y a finalement quand même 25% de variabilité des valeurs d'élastométrie hépatique et que les facteurs associés à une plus grande variabilité de la dureté hépatique sont l'index de masse corporelle, la valeur du CAP et un délai plus important entre les 2 fibroscans. Et si finalement on regarde eh bien, les patients qui étaient dans la zone qui était celle qui faisait poser l'indication d'un traitement,
34% des malades avaient un fibroscan entre 8 et 20 kilopascal au moment de la première mesure. Eh bien, il n'en restait plus que 27% qui avaient un fibroscan entre 8 et 20 kilopascal, ce qui revient à dire que chez 40% des patients qui avaient une indication de traitement à la première élastométrie, eh bien, la valeur de la deuxième élastométrie diminuait au-dessous du seuil d'indication thérapeutique. Donc, vous voyez que le tout non invasif, c'est bien, mais qu'il va certainement falloir affiner les critères pour ne pas surtraiter les patients. Et enfin, Jérôme Boursier, notre ancien secrétaire, nous a présenté le score MARS, qui est un score non invasif simple et accessible pour évaluer la réponse au traitement dans la MASH. Donc pour cela, eh bien, il a constitué une cohorte de 205 patients qui ont été inclus dans 10 centres français. Et ces patients avaient un âge médian de 60 ans, la moitié de femmes, un BMI à 33, un diabète de type 2 dans 2 tiers des cas et un délai entre deux biopsies hépatiques qui était de 18 mois. Et donc, grâce à une régression logistique, il a pu développer le score MARS pour MASH Resolution Score, qui était basé sur les variations du CAP, le CAP initial, les transaminases et les variations de la gamma GT. Donc les performances de ce score, là, on voit la courbe Europe, sont excellentes, hein, donc très prometteuses à 0,85. Et vous voyez que si le MARS, dont il ne nous a pas donné la formule, est à plus de 0,30, eh bien la spécificité était de 90%. Donc évidemment, ces résultats doivent être validés dans des cohortes indépendantes, mais effectivement, c'est extrêmement prometteur pour le suivi des patients traités et chez qui peut-être certains auront besoin d'une deuxième ligne de traitement. Et enfin, rapidement, je vais passer aux maladies rares. On en parle de plus en plus et c'est très bien. Et donc, cette étude qui a été présentée par l'équipe de Cochin s'est intéressée aux effets hépatiques du CAF Trio, qui comprend des modulateurs de CFTR chez des patients qui présentent une mucoviscidose. Donc, l'objectif de cette étude était d'évaluer l'incidence de la progression de l'atteinte hépatique liée à la mucoviscidose avant et après l'ère du CAF Trio en France. Il s'agit d'une étude de cohorte longitudinale qui a été basée sur les données du PMSI entre 2014 et 2023. Et en fait, ils ont séparé cette période de 10 ans en deux, l'ère de pré-CAF Trio et l'ère post-CAF Trio depuis 2019. Le critère d'évaluation principal était la progression de la maladie hépatique sur des critères de codage, donc la cirrhose décompensée, les hémorragies liées à l'hypertension portale. Donc, vous voyez, 10 000 personnes ont été incluses dans cette étude, un jeune, hein, c'était des jeunes patients atteints de mucoviscidose. 3% avaient un trouble de l'usage de l'alcool, 5% de personnes obèses, 23% de patients atteints d'un diabète, ce qui n'est pas très étonnant. La mucoviscidose est également une cause de diabète et 1,5% des patients avaient un facteur de risque hépatique. Et donc, le résultat le plus important, bah, c'est la courbe de droite. Et vous voyez que depuis l'ère du CAF Trio, donc c'est la courbe bleue, et ben, l'incidence de complications hépatiques a nettement diminué et ces données étaient évidemment ajustées sur l'âge, le sexe, les facteurs de risque hépatique, l'alcool et l'index de déprivation. Et donc même évidemment les deux populations n'étaient pas similaires, mais les auteurs ont réalisé un ajustement grâce à un score de propension et vous voyez que après l'ajustement grâce à un score de propension, eh bien l'incidence d'atteinte hépatique est restée plus faible après l'ère du CAF Trio, donc la courbe bleue. Ensuite, eh bien, on va parler de qualité de vie. La qualité de vie, c'est un critère de jugement très important au cours des maladies chroniques et en hépatologie, on s'y intéresse également de plus en plus. Et donc, cette étude s'est intéressée à la qualité de vie des personnes avec une maladie vasculaire du foie et en particulier une thrombose porte ou un syndrome de Budd-Chiari. Cette étude a été portée dans 4 centres, en France, en Espagne et en Suisse, et a inclus 488 personnes, 75% de thrombose porte, 25% de Budd-Chiari. Et les critères d'évaluation étaient la qualité de vie associée à la santé, la fatigue et les symptômes dépressifs grâce à des questionnaires adaptés qui étaient envoyés aux patients et qui étaient combinés à des données cliniques qui étaient recueillies de façon rétrospective.
Voilà les résultats. À gauche, vous voyez la qualité de vie à la santé. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les résultats de ces questionnaires étaient comparés à la population générale grâce à une grande enquête qui avait été menée en 2019 en population générale en France et également en Espagne. Et donc, si on regarde la qualité de vie à gauche, eh bien, on voit que dans Lives, qui est cette population de patients avec des maladies vasculaires du foie, la qualité de vie est moins bonne chez les personnes qui ont une maladie vasculaire du foie, que ce soit en France mais pas en Espagne, et elle est nettement moins bonne chez les femmes. La fatigue également est plus importante chez les personnes qui sont porteuses d'une maladie vasculaire du foie, avec un score de fatigue qui est très important chez plus de 10% des personnes. Et enfin, l'index de dépression, eh bien, vous voyez qu'il y a environ un quart des patients, que ce soit en France ou en Espagne, qui présentent des symptômes dépressifs. Et de façon très importante, eh bien, vous voyez que les facteurs associés à cette altération de ces paramètres de qualité de vie comportent le sexe féminin et également les difficultés financières. Et donc, ça souligne l'importance de prendre ces dimensions en compte lorsqu'on prend en charge nos patients. Et enfin, la dernière étude que je souhaitais vous proposer, c'est une étude qui a été présentée par Lucie Meignet, donc de l'équipe de Montpellier, qui est une petite étude rétrospective, mais néanmoins très intéressante, qui s'est intéressée aux échanges plasmatiques dans les formes sévères d'hépatite induite par les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire. Donc, vous savez que la toxicité immuno-induite des immunothérapies, eh bien, parmi ces patients, il y a 30% d'atteinte hépatique et que l'atteinte hépatique, eh bien, est responsable de 20% des formes graves de toxicité des immunothérapies. Le traitement n'est pas très bien codifié. On sait que, en gros, il faut arrêter le traitement, donner des corticoïdes, et puis quand ça marche pas, on ne sait pas trop quoi faire. Certaines équipes donnent des immunosuppresseurs, certaines proposent d'emblée des traitements plus agressifs, parmi lesquels les échanges plasmatiques peuvent être une option, mais avec uniquement quelques cas rapportés. Donc l'objectif de cette étude était d'évaluer la faisabilité, la tolérance et le bénéfice des échanges plasmatiques chez ces patients. Et donc ils ont mené une étude de cohorte nationale rétrospective de patients ayant une hépatite sévère induite par les immunothérapies qui ont été traités par des échanges plasmatiques. Et donc, vous voyez, pas beaucoup de malades, seulement 13 patients inclus, 7 hommes, 6 femmes, 63 ans de médiane, un MELD à 15. Vous voyez des patients avec une atteinte sévère, 85 de bilirubine au moment de l'introduction, du début des échanges plasmatiques, mais avec une bilirubine qui était montée jusqu'à 315 micromoles par litre et des transaminases à 700 avec un pic à 1400. Certains patients ont eu une administration concomitante d'immunoglobulines par voie intraveineuse, mais néanmoins, eh bien, sur les 13 patients qui ont été traités, il y en a 8 qui ont été considérés comme répondeurs, donc avec une amélioration du bilan hépatique. Et puis surtout, parmi ces patients, il y en a 5 chez qui le traitement anticancéreux a finalement pu être repris. Donc si on conclut dans la cirrhose, eh bien, je crois que c'est important de se rappeler que les hommes et les femmes, c'est pas pareil, mais y compris dans la cirrhose, que les comorbidités, en particulier l'âge, le diabète, l'alcool, l'atteinte cardiaque, doivent absolument être pris en compte lorsqu'on prend en charge les malades, que pour la MASH, il y a vraiment de plus en plus d'options thérapeutiques qui vont s'offrir à nous, qui sont sûres et efficaces, y compris chez les patients atteints de cirrhose, que les tests non invasifs sont évidemment incontournables pour poser les indications et monitorer le traitement, même si il reste encore un petit peu de travail à faire pour s'en emparer dans la vie quotidienne. Et puis finalement, les situations rares, on a des médicaments efficaces, notamment les modulateurs de CFTR, les immunoglobulines pour les hépatites sévères aux immunothérapies, et que la qualité de vie, notamment dans les maladies vasculaires du foie, eh bien, elle est impactée par les maladies chroniques, surtout chez les femmes et avec une dimension sociale, donc lorsqu'elles ont des difficultés financières. Je vous remercie. Ben, c'est nous qui te remercions, Laure, pour ton enthousiasme. Oui.
Écoute, on a pas mal de questions, donc D'accord. on va essayer de les prendre les unes après les autres. On va essayer de faire des réponses plutôt assez courtes pour bien faire passer les différents messages. Je commence par les questions du chat et je rappelle à tout le monde qu'il est tout à fait possible de poser les questions que vous souhaitez. Je tâcherai de les prendre toutes. La première question qui revient régulièrement, alors c'est pas une question très facile, c'est en 2025, comment on fait, quels sont les traitements disponibles pour traiter la stéatopathie métabolique? Et nous, hépatogastroentérologues, comment on se débrouille? C'est pas une question facile parce que l'actualité est quand même assez mouvante. Bah, alors pour l'instant, déjà, la première chose, c'est qu'effectivement, ces traitements dont on parle beaucoup, n'ont pas, l'AMM, en France. Donc, les analogues du GLP-1, sont, très intéressants, mais, ils sont pour l'instant réservés aux patients, qui ont un diabète. Et puis, on commence par les règles hygiéno-diététiques, et on essaye d'inclure les malades dans des essais cliniques, lorsqu'ils ont des critères de sévérité et que, notamment quand on les voit s'aggraver, eh bien, je pense que c'est des patients qu'il faut orienter vers des centres qui peuvent inclure les patients dans des essais cliniques. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le resmetirom, il est en attente d'évaluation de son prix, hein. Le sémaglutide, il a eu une extension d'AMM aux États-Unis dans la situation bien particulière de la stéatopathie métabolique, hein. Donc, on va voir comment les choses évoluent en Europe et en particulier en France. Mais c'est vrai qu'actuellement, on n'a pas la possibilité de les prescrire dans une indication hépatique chez les patients qui sont porteurs de stéatopathie métabolique. On peut espérer que ça bougera d'ici la fin de l'année ou peut-être en début d'année prochaine. Alors, moi, j'aime beaucoup ta première conclusion, finalement, hein. Il y a des différences entre les hommes et les femmes. Euh, cette étude de Grenoble, moi, je l'ai trouvée très, très intéressante, hein. Alors, c'est basé sur le SNDS, tu l'as dit. Euh, Ça interroge quand même cette question de la survie plus faible chez les femmes. Alors, on avait déjà des données qui montraient qu'il y avait quand même un accès à la transplantation hépatique en particulier qui était moins bon chez les femmes à hépatopathie équivalente, peut-être sur des critères de MELD. Quand on regarde la photographie française, en réalité, des disparités hommes et femmes et de la survie, on se dit quand même que ces 36%, hein, je crois, hein, de causes indéterminées, chez les femmes, ça nous paraît beaucoup quand même, parce qu'on n'a pas l'impression, en tant qu'hépatologue, de ne pas trouver la cause d'une cirrhose sévère chez une femme. Comment tu vois les choses? Il y a peut-être un sous-diagnostic de la consommation Absolument. d'alcool, par exemple. Ouais. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a certainement un sous-diagnostic de la consommation d'alcool et ce qui a été un tout petit peu, suggéré par cette étude et par cette présentation, c'est que, il y a, probablement, un moins bon accès et pas seulement à la transplantation, mais à l'entrée dans les soins, chez les femmes, qui fait que, il y a un sous-diagnostic, probablement de la cirrhose, qu'elles arrivent plus tard, que, le diagnostic, de maladie alcoolique, est moins bien fait, parce qu'on connaît moins et donc voilà, ça nous fait, nous interroger beaucoup. Donc il y a peut-être, une histoire naturelle qui est différente et c'est possible, mais il y a aussi probablement, une approche de la maladie hépatique différente par les soignants eux-mêmes en fonction du genre. Et donc voilà, c'est probablement, il y a plusieurs pistes et plusieurs choses qu'il va falloir qu'on travaille qui sont complémentaires. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai interprété cette étude. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas juste l'équipe de Grenoble qui le dit, alors qui a évidemment le gros intérêt de nous donner des données françaises, et c'est bien entendu très important pour nous, mais c'est vraiment quelque chose qui est confirmé dans plein d'endroits du monde, quoi. Et Mhm. ça souligne bien le fait que quand il y a une maladie hépatique sévère, il faut probablement aller un petit peu plus vite dans l'évaluation, l'adressage, peut-être la transplantation hépatique, compte tenu des chiffres que tu as montrés. L'autre question que je voulais te poser, c'est autour du TIPS. Il y a eu plein de communication sur le TIPS, hein, pendant la FEF, c'était passionnant. On a quand même l'impression
de maintenant mieux comprendre les deux indications principales de l'hémorragie digestive, alors que ce soit pour un TIPS préemptif ou un TIPS de sauvetage, et de l'acide réfractaire. Moi, j'ai été très intéressé des données à la fois un petit peu rassurantes sur les critères de futilité qui sont peut-être pas si futiles que ça. Il faut peut-être aller plus loin dans l'hémorragie. Et peut-être dans l'acide réfractaire, c'est les données d'Hélène, ben, la question de l'âge, elle pose quand même, je trouve, de vraies questions. Toi, en pratique, tu as un patient qui est en face de toi, qui a 70 ans, qui a une acide réfractaire. Est-ce que spontanément, tu te dis, il a 70 ans, mais je fonce? Quel, quel conseil tu donnes à tes correspondants qui t'appellent en disant, ah, j'ai un patient devant moi qui a 71, 72 ans, est-ce qu'il est candidat au TIPS? Comment tu fais, toi? Bah, je trouve que c'est, toujours, c'est très difficile et en fait, le problème, c'est que ça dépend. Il y a l'âge, il y a les comorbidités, il y a, la sarcopénie, qui n'était pas du tout, évaluée dans cette étude rétrospective. Et puis en fait, la réalité, c'est que, ben, même quand, on est dans un centre expert qui fait beaucoup et ben, qu'on prend tout en compte et ben, en fait, on se trompe et on a du mal à voilà, à avoir, il y a des fois, on est convaincu que ça va très bien se passer, puis ça se passe pas Mmh. bien et d'autres fois, on se dit: «Bon, ben, on le fait quand même, parce que, on n'a pas grand-chose d'autre à proposer» ou en tout cas, on fait un peu un pari et puis, en fait, ça se passe très Mmh. bien. Donc ça veut dire qu'il faut absolument qu'on affine et par contre, ben, c'est vrai que le TIPS, rentre toujours dans un projet global, notamment, voilà, de possibilité de transplanter le malade, si jamais le TIPS ne donne pas les résultats escomptés et c'est ça qui est très difficile dans la population des 70 ans et plus, c'est que, bah, voilà, On même n'a pas la si, possibilité de c'est pas transplantation. toujours possible et au-delà, en tout cas, d'un certain âge, la transplantation Mmh. hépatique n'est plus une option. Donc c'est très difficile. Donc les données, elles sont, que, c'est possible chez des patients très sélectionnés, mais que, bah, vous voyez que quand même, moi j'ai trouvé que le pronostic, il était, quand même pas bon et Mmh. donc c'est des patients, un patient âgé avec de l'acide, il a un pronostic, à moyen terme qui est mauvais quoi, enfin Moi, c'est ce qui m'a le plus choqué, dans la présentation, hein. C'est en effet un pronostic pas très bon et des données qui sont à plus long terme que dans l'hémorragie, hein, puisque dans l'hémorragie, on se focalise à juste titre sur les semaines qui vont suivre l'épisode et les données à 1 an, 2 ans, dans l'acide réfractaire sont évidemment différentes. La question des critères de futilité, finalement, c'est, la question du futur docteur Brice, c'est est-ce qu'il faut rester sur les critères de l'étude de la pitié ou est-ce que finalement on reste plutôt sur les recommandations de l'AFEF? Les critères de futilité du TIPS de sauvetage, est-ce que toi tu les appliques en pratique? Est-ce que c'est toujours une discussion un petit peu cas par cas? Comment tu intègres les recommandations de l'AFEF dans ta pratique de tous les jours? bah, nous, on les applique, plutôt, pas, enfin, c'est-à-dire que nous, on a un accès très facile aux tips, donc Mmh. ça facilite. Je pense que la question, elle se pose surtout quand on doit transférer le malade. Moi, je trouve que ce que souligne, l'étude de la Pitié, c'est que, les critères de futilité, et bien, le pronostic n'est pas si mauvais que ça quand les critères de futilité, sont présents. Mais, la limite, c'est qu'il y a que très peu de malades et donc on a quand même un peu l'impression que ces critères de futilité, ils ont été, complètement validés par la communauté et que maintenant, en fait, la population et la communauté se restreint et que lorsque les patients ont des critères de gravité, un MELD élevé, un lactate élevé, eh bien, en fait, ils récusent les malades d'emblée. Donc, ça risque d'être un peu difficile de répondre à cette question. Mais je pense que effectivement, alors évidemment, c'est l'évolution dans les premières heures qui suivent, hein, et donc si le patient est stabilisé, je pense que ça vaut le coup quand même de se poser la question et au moins de téléphoner à un centre expert, une réanimation hépato pour leur demander ce qu'ils en pensent, avant de récuser le patient. Très bien, mais on a encore pas mal de questions, mais pour, une question d'horaire, on va Bien sûr. avancer. Je vais simplement, rebondir sur, l'une des questions,
du docteur Bellini, qui fait écho en réalité à la communication d'Hélène Fontaine sur l'évaluation non invasive des stéatopathies métaboliques. On risque d'être quand même aussi conditionné par l'autorisation de mise sur le marché et la prescription de faut-il avoir une stéatohépatite histologique avec fibrose? Est-ce qu'il faut faire une biopsie? Est-ce qu'on va avoir besoin d'un critère d'élastométrie comme ce qu'on a pu avoir il y a très longtemps avec l'hépatite C, ce qui nous avait aussi mis un petit peu en difficulté, hein, parce que la reproductibilité est quand même pas extraordinaire. Je crois que pour l'instant, on va devoir être assez vigilant sur les différentes informations qu'on récupère pour voilà, cadrer au mieux les patients qui seront candidats à ces traitements qui sont évidemment très intéressants. Et la FEF, bien entendu, communiquera sur ces sujets, sur les cadres de prescription, une fois que les AMM et les remboursements auront été obtenus. Et puis les différents événements de la FEF permettront, ben, on l'espère, de familiariser tout le monde avec ces cadres, ces futurs cadres de prescription. Laure, merci encore. Je Merci. vais donner la parole à Manon sur les thématiques des maladies auto-immunes, des tumeurs du foie et des hépatites virales. On t'écoute, Manon. Bonjour à tous, donc c'est avec grand plaisir que je suis avec vous ce soir et tout comme Laure, ça n'a pas été évident de sélectionner puisqu'il y avait énormément de présentations qui étaient tous très intéressantes, et donc j'ai dû faire, un certain choix, mais je vais essayer de vous délivrer des messages, assez intéressants et un petit peu innovants. Et donc on va commencer par les maladies auto-immunes hépatiques, et donc là voilà, un petit côté un petit peu innovant, une étude qui a été menée par l'équipe de Rennes, qui portait sur l'hépatite auto-immune et l'utilisation de l'intelligence artificielle à partir de biopsies pour poser le diagnostic. Donc ça, c'est une thématique dont on entend de plus en plus parler, l'apport de l'IA notamment dans l'anatomopathologie. Et donc là, ça a bien été démontré aussi dans cette étude. Donc le concept, je vais essayer d'expliquer un petit peu de façon simple. Donc les auteurs ont sélectionné un set de slides initial, donc avec des patients qui avaient une hépatite auto-immune, mais ils ont aussi intégré, lorsqu'ils ont lancé la machine, des patients avec des slides qui n'étaient pas de l'hépatite auto-immune, de telle façon à pouvoir essayer d'identifier au mieux. Donc ils ont fait tourner la machine à plusieurs reprises et ils ont obtenu à la fin donc leur modèle à partir de cette cohorte de développement. Donc là, comme vous pouvez le voir, effectivement, lorsqu'ils ont entraîné la machine sur la cohorte de développement, cela a donné vraiment des résultats très intéressants avec une courbe, comme vous le voyez là, avec une AUC de 0,921, donc ce qui est relativement vraiment très joli, et avec 84% de classification correcte. C'est-à-dire qu'au sein de toute cette cohorte, avec à la fois des hépatites auto-immunes, mais aussi des hépatopathies d'autres causes, eh bien, la machine a bien identifié les HAI dans 84% des cas. Donc, dans un deuxième temps, ce qu'à chaque fois on a l'habitude de faire dans ce type d'études, c'est d'aller valider ce modèle dans une cohorte de validation. Et donc là, ils ont utilisé une cohorte de validation qui a été fournie par l'équipe de Mondor, avec des patients qui avaient une hépatite auto-immune et des patients qui avaient une hépatopathie d'autres causes. Et donc là, on voit que eh bien, l'AUC est un petit peu moins bien dans la cohorte de validation à 0,71, mais qui reste tout de même intéressant. Et après, ce qu'ils ont aussi fait, c'est que dans cette cohorte de validation, ils sont allés un petit peu plus loin parce qu'ils ont comparé donc hépatite auto-immune versus différentes étiologies. Et là, vous voyez que la performance, en fait, en utilisant ce modèle, elle était moins bonne lorsque notamment ils ont comparé hépatite virale B versus hépatite auto-immune avec une ROC à 0,439. Par contre, on voyait effectivement que les résultats étaient très bons lorsqu'on comparait hépatite alcoolique aiguë et MASH. Et donc, pour essayer de comprendre un petit peu plus ce qui se passait, ils ont ensuite essayé de repositionner ce qu'ils appellent des tuiles pour essayer de comprendre un petit peu la différence entre les différents modèles. Et en fait, chez les patients qui présentaient une hépatite auto-immune, en fait, on voyait que la machine, elle arrivait bien à les différencier, mais surtout du fait notamment d'espaces plus inflammatoires et de lésions d'hépatite d'interface. Et à l'opposé, donc chez les contrôles, on voyait effectivement que les tuiles, elles étaient beaucoup plus spécifiques de la stéatose et des hépatites
Passport qui était non inflammatoire, ce qui explique un petit peu, les grosses différences avec vraiment cette performance qui était meilleure lorsqu'il différenciait hépatite auto-immune versus MASH et HA notamment. Donc finalement, un nouveau modèle, le modèle Aioli, qui donne des données très intéressantes à partir des lames d'anapathe, donc pour poser le diagnostic d'hépatite auto-immune et aussi donc des performances finalement dans le modèle de validation externe qui dépendent des autres hépatopathies qu'ils ont mis en compétition avec une moins bonne performance, effectivement, lorsqu'ils comparaient avec les hépatites virales B. Donc l'intelligence artificielle va potentiellement pouvoir nous aider dans les diagnostics futurs. Ensuite, une autre étude qui a été menée, donc encore une fois, on est sur l'hépatite auto-immune, une étude qui a été menée par l'équipe de Lyon à partir donc de la cohorte file-foie. Et donc dans cette étude, les auteurs sont intéressés à l'efficacité et à la tolérance des traitements de deuxième intention chez des patients adultes et pédiatriques qui présentaient une hépatite auto-immune. Donc lorsqu'on regardait un petit peu, effectivement, les patients avaient bénéficié des traitements usuels en première ligne. Et entre 2000 et 2025, 142 sujets avaient reçu un traitement de deuxième intention et donc ont été inclus dans l'étude. 26% d'overlap syndrome et 25% de cirrhose au diagnostic. Et donc ensuite, ils se sont intéressés un petit peu aux critères des patients qui avaient bénéficié donc de mycophénolate mofétil en deuxième ligne et ceux qui avaient bénéficié du tacrolimus. Et ce qui est assez intéressant, donc, c'est qu'au final, on voit que les patients avaient été traités par MMF plutôt du fait d'une intolérance du traitement de première ligne usuel qu'on utilise, avec quand même des données assez intéressantes de réponse, avec 42% de réponses complètes à 6 mois, et finalement une tolérance qui était aux alentours de 33% lorsqu'ils utilisaient le MMF en deuxième ligne. L'autre groupe de patients qui était traité cette fois-ci par tacrolimus en deuxième ligne, donc là on voit que le profil était un petit peu différent parce que ces patients qui ont bénéficié de ce traitement ont majoritairement vu un switch du fait d'une réponse insuffisante au traitement standard de première ligne. Là aussi, on avait des données de réponse assez intéressantes, 39% à 6 mois, et une bonne tolérance également, avec une intolérance aux alentours de 35%, proche de celle du MMF. Donc au final, voilà, la conclusion de cette étude, c'est qu'on a un petit peu deux profils de patients différents pour lesquels on va proposer deux types de traitements. MMF plutôt utilisé en cas d'intolérance et le tacrolimus plutôt en cas d'inefficacité de la première ligne et avec finalement des données assez intéressantes en termes d'efficacité et de tolérance. Passons maintenant à la cholangite biliaire primitive, la CBP, donc une méta-analyse en réseau international qui a été présentée par Christophe Corpechot, donc qui s'est centrée sur les patients qui avaient une CBP et sur le traitement de deuxième intention de celle-ci. Donc c'est une méta-analyse en réseau, donc une méthodologie un petit peu complexe, mais l'idée d'utiliser cette méthodologie, c'est qu'elle va pouvoir permettre de comparer l'efficacité de plusieurs traitements en même temps. Et donc dans cette étude, ils avaient pris le parti d'évaluer l'efficacité donc du bézafibrate, l'élafibranor, le seladelpar et le saroglitazar, donc 4 médicaments, d'où la méthodologie en réseau. Et donc en critères, donc ils se sont basés sur des essais contrôlés randomisés. Et le critère de jugement principal, c'était la réponse biologique à 1 an selon les critères de Poise, donc PAL inférieur à 1,7 fois la normale, diminution des PAL d'au moins 15% et une bilirubine qui devait être normale. Et après, on retrouvait des critères de jugement secondaires assez habituels avec une normalisation des PAL, la variation des PAL à 12 mois, de la bilirubine également, mais aussi le fibroscan et la survenue d'événements indésirables qui avaient arrêté le traitement. Et donc, en termes de résultats de cette multi-analyse, on va dire que le critère vraiment à retenir, les résultats à retenir, ça va être le critère de jugement principal, avec finalement
un signal positif en termes de réponse biologique à 18 mois selon les critères POAS pour les trois molécules principales, donc le bézafibrate, l'élafibranor et le seladelpar, avec, on a l'impression, un résultat encore meilleur, avec un risque relatif de 12 pour le bézafibrate par rapport aux autres traitements. Et donc, je vous ai pas remis tous les résultats, mais si on regarde, on avait la même tendance pour la réponse, donc la normalisation des pales à 1 an, la variation des pales par rapport à la valeur initiale, ainsi que la bilirubine. Par contre, on ne voyait pas vraiment de différence en termes d'effets indésirables conduisant à l'arrêt du traitement et des variations du fibroscan à 1 an. Et donc ça se reproduit un petit peu sur le tableau que vous voyez là avec les grades de certitude où ils estimaient effectivement que eh bien, les grades de certitude étaient très faibles pour les deux derniers paramètres. Donc au final, la conclusion de cette étude était que effectivement les agonistes PIPAR dans leur ensemble, eh bien, sont des traitements de deuxième intention de la CBP qui sont biologiquement efficaces et bien tolérés et que peut-être le bézafibrate semble obtenir les meilleurs résultats en termes de réponse biologique à 12 mois. Ensuite, une autre étude concernant la cholangite biliaire primitive qui a été, présentée par Alexandra Hurguet de Reims, donc qui, provient d'une analyse, on va dire dérivée de l'essai de phase 3 élative, donc qui s'est surtout intéressée à la fatigue. Avec l'idée effectivement que chez ces patients qui ont une CBP, on bien la présence d'un prurite, ça on le sait tous, est très fréquent, mais qu'ils présentent également une fatigue chez environ 80% des patients, ce qui impacte de façon majeure la qualité de vie chez ces malades-là. Et donc, quand on regarde un petit peu la littérature, certaines études ont pu suggérer effectivement que bah, cette fatigue, elle pouvait être reliée au prurite. Donc ça, c'était une des questions qui était posée par l'étude. Et la deuxième question était de savoir si effectivement l'élafibranor pourrait permettre d'améliorer, en plus des résultats que vous connaissez déjà, qui sont résumés dans cette slide, si ça pouvait en plus améliorer la fatigue. Hop. Donc voici les objectifs de cette étude. Donc évaluer si l'élafibranor en comparaison au placebo avait un impact bénéfique sur la fatigue à la semaine 52. Et cette fatigue, elle était évaluée à l'aide d'auto-questionnaires. Donc un questionnaire qui s'appelait PROMIS, Fatigue Short Form 7A, et un autre, le domaine fatigue du questionnaire PBC 40. Et donc, en fonction des deux questionnaires, en fait, ils avaient posé des critères, des critères cut-off spécifiques à chaque questionnaire. Et aussi, donc, ils avaient défini le prurite comme modéré à sévère si vous aviez un score WI, NRS supérieur ou égal à 4. Donc, si on s'intéresse maintenant aux résultats, donc la première question qui était de savoir est-ce que finalement il y a une corrélation entre prurite et fatigue. Donc là, ils ont réalisé différentes analyses en comparant donc le prurite et les deux scores de fatigue dont on a parlé précédemment. Et là, je vais passer assez vite, mais au final, les corrélations, elles étaient faibles, elles étaient inférieures à 0,3. Et donc la conclusion, c'était qu'effectivement, eh bien, le prurite ne semble pas constituer un facteur déterminant de la fatigue. Hop. Et concernant donc le critère de jugement principal qui était d'aller regarder si effectivement l'élafibranor permettait eh bien d'améliorer cette fatigue. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on voyait effectivement que en utilisant ces deux questionnaires de fatigue, le PFS 7A et le PBC 40, on voyait que le fait d'être traité par élafibranor permettait une amélioration de la fatigue avec les deux questionnaires et donc un effet potentiel bénéfique de l'élafibranor sur ces symptômes. Et là aussi dans l'étude, je vais passer rapidement, mais ils ont aussi essayé de voir la corrélation entre amélioration prurite, amélioration fatigue, etc. Et les corrélations étaient faibles et donc il n'y avait pas de signe évident que les symptômes étaient liés et donc ces symptômes pouvaient aussi s'améliorer de façon indépendante. Donc, et la fibranor peut aider sur la fatigue de façon indépendante aussi au prurite. C'est un petit peu la conclusion.
Passons maintenant aux tumeurs hépatiques. Donc là aussi, il y avait beaucoup, de communication cette année, notamment aussi beaucoup de communications qui ont été issues de la cohorte CHIF, donc cohorte multicentrique française prospective qui fait un petit peu notre force en France, qui a déjà été développée depuis quelques années maintenant, qui est sous l'égide de Amiens et du professeur Nguyen Quac, pardon. Et donc, là, on arrive à avoir suffisamment de suivi maintenant, 4 441 patients inclus, et donc on commence à pouvoir proposer des nouvelles données, et donc ça a fait l'objet de plusieurs communications à ce congrès, de la FEF cette année. La première, donc c'est, les données de SocialChif, donc une étude qui est menée, par l'équipe de Grenoble, notamment par Charlotte Costantin, qui s'est intéressée aux patients de la cohorte CHIF, et qui a voulu essayer d'évaluer, si, le traitement curatif de première intention qu'on proposait au CHC. Ce qu'il faut savoir dans cette cohorte CHIF, c'est que vous allez avoir tous les patients atteints de CHG qui vont être inclus avec l'ensemble des traitements qu'on peut leur proposer. Donc là, ce qui l'équipe de Grenoble a fait, c'est qu'ils ont considéré l'intégralité de la population qui était inclus dans SocialChif, et ils ont voulu voir si effectivement les déterminants sociaux, donc l'âge, le sexe, le niveau d'éducation, pouvaient impacter, le recours au traitement et à la surveillance du CHC. Donc quand on regarde un petit peu la cohorte, les caractéristiques que vous retrouvez sur cette diapositive, on voit qu'on avait une majorité d'hommes, âge moyen de 68 ans, 75% de retraités pour notre population. Quand on regarde un petit peu, on va dire l'activité professionnelle, on voyait que, 70 des patients avaient, un diplôme, au niveau baccalauréat pour eux. Ensuite, ce qu'ils ont aussi, regardé, c'est effectivement quelles étaient un petit peu les caractéristiques sociales des patients en fonction de l'étiologie, de leur hépatopathie chronique. Et donc ce qu'on pouvait voir, c'est qu'effectivement, par exemple, les patients, qui présentaient une hépatopathie chronique liée à une consommation en alcool étaient plutôt des hommes, plutôt d'origine française, avec, finalement un budget, conséquent, on va dire ça comme ceci. Les patients qui avaient une étiologie virale étaient plutôt des femmes, plutôt, d'origine, étrangère, moins d'argent et plus avec un niveau, d'éducation plus élevé, et l'étiologie métabolique touchait majoritairement des patients qui étaient, plus âgés. Et donc elle a regardé, enfin l'équipe a regardé aussi les données en termes de, par exemple, de surveillance. Ça c'est un résultat quand même hyper important. On n'avait que 38 des patients chez qui on avait diagnostiqué un CHC qui avaient bénéficié d'un programme de dépistage. Donc ça, c'est vraiment des données qui restent relativement faibles, sur lesquelles il va falloir qu'on travaille. Et lorsqu'on regardait un petit peu plus en détail les caractéristiques de la population, on voyait que, seulement environ, enfin moins de la moitié des patients étaient diagnostiqués à un stade précoce. Donc ça aussi, c'est important. Et qu'en termes de traitement, seulement 34% d'entre eux avaient accès à un traitement curatif. Ensuite, lorsqu'ils ont essayé de corréler entre le stade du CHC et le traitement de première intention, il n'y avait pas de différence en termes, de déterminants sociaux. Donc ça, ce sont un petit peu les données préliminaires, et donc la conclusion, ça reste quand même que chez nous en France, eh bien, on n'a que 38 de nos malades qui sont dépistés au cours d'un programme de surveillance, donc il faut vraiment qu'on tente, d'améliorer notre stratégie de dépistage. Deuxième étude, donc là, ce sont les résultats de l'étude Nivolep, qui est une étude de phase 2 qui a été conduite, par Pierre Naon, de l'équipe d'Avicenne, qui s'est intéressé à proposer de l'immunothérapie, donc du nivolumab en néoadjuvant, d'un traitement par électroporation. Donc l'électroporation, c'est une technique d'ablation, et donc il a voulu s'intéresser un petit peu, à la survie sans récidive. Donc là, on est face à un traitement curatif, donc dans le domaine du CHC, quand on propose un traitement curatif, notre critère de jugement principal est souvent la survie, sans récidive, ce qui a été le cas pour cette étude. Donc 43 patients ont été inclus.
Hem, Finalement 35 ont pu, être analysés, pour les résultats de cette étude, parmi ces patients, 10 ont présenté une récidive, à 1 an, et en termes, d'effets indésirables, il y a quand même eu, 1 décès au cours du suivi. En termes de résultats pour cette étude, assez innovante, ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, il y avait quand même, 30 de réponses histologiques, au nivolumab en néoadjuvant. Pourquoi? En fait, donc ça veut dire que la au moment où l'ablation a été faite, il y a une nouvelle biopsie qui a été faite, qui a pu mesurer le taux de réponse, en ayant, bénéficié que de l'immunothérapie seule. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y avait, 30 de réponses histologiques, seulement 21 de réponses radiologiques, mais ça, c'est un petit peu la question qu'on se pose à l'heure actuelle, c'est d'essayer de trouver aussi des meilleurs critères de l'imagerie qui permettent de bien corréler à l'histologie, parce que ça, on s'aperçoit que pour le moment, on n'est pas encore optimal. Et donc en termes de données, ce qu'on avait, c'était une survie sans récidive à 1 an de 71, donc des données assez intéressantes. Une survie globale à 2 ans de 75%, en intention traitée, à 82% en perte protocole. Donc finalement, une étude de phase 2, assez novatrice, avec de l'immunothérapie avant de réaliser une électroporation, des données intéressantes en termes donc de réponse, qui a permis aussi un contrôle local de la maladie. Donc on attend un petit peu la suite, pour voir si ces techniques seront effectivement, poursuivies, avec aussi beaucoup de recherches, translationnelles à partir de cet essai important qui va nous permettre de répondre aussi à des questions concernant la réponse à l'immunothérapie, et cetera. Passons ensuite, donc à d'autres résultats qui ont été communiqués pendant ce congrès. Là, je vais passer assez rapidement. Encore une fois, ce sont des données qui sont issues de la cohorte CHIF. Une grosse partie du congrès a été, consacrée à l'atezolizumab, parce que maintenant, c'est un traitement qu'on utilise depuis, à peu près 5 ans. Avec maintenant, on a pas mal de suivi, de données de suivi, ce qui nous permet d'avoir de plus en plus de résultats. Et donc, cette étude a été donc le résultat des 42 mois de suivi des patients qui ont été traités par atezolizumab dans la cohorte CHIF, donc analyses qui ont été faites sur 880 patients. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette étude, elle est assez forte, parce qu'à l'heure actuelle, c'est la plus grande cohorte prospective multicentrique de vraie vie disponible à l'échelle mondiale. Donc ce sont vraiment des résultats qui sont importants, avec une survie globale qui était, très intéressante, même assez inattendue, de 44 à 42 mois, avec une survie médiane de 22,8 mois. Donc données très encourageantes, effectivement, qui sont plus élevées que ce qu'on peut attendre dans d'autres combinaisons de traitement pour le CHC, avancé. Ce qu'on pourra dire, c'est que notre population, elle comprenait quand même une partie importante de patients BCLCB, 30, donc des patients moins avancés par rapport notamment à d'autres études qui ont été publiées. Et en termes de caractéristiques, on retrouvait un petit peu ce qu'on a habituellement pour notre cohorte française, avec, 60 environ de patients qui présentaient une hépatopathie chronique liée à l'alcool, des varices œsophagiennes chez 57 d'entre eux. Et ce qui était assez, innovant aussi, c'est que nous avions 22 de patients qui étaient classés Child-Pugh B. Donc ça aussi, des données assez nouvelles. Ensuite, vous avez les différences de courbe de suivi, de survie en fonction donc de la fonction hépatique, avec, comme assez attendu, une meilleure survie globale si vous êtes classé Child-Pugh A ou avec un ALBI score de grade 1. Une meilleure survie aussi si vous avez un CHC dit intermédiaire, classé BCLCB, et aussi si vous n'avez pas d'invasion vasculaire. Donc au final, 1 donnée de vraie vie à 42 mois pour la Tezobeva, dans une cohorte prospective multicentrique, avec, un taux de 44 à 42 mois, ce qui reste assez intéressant, par rapport aux résultats, qui ont été, communiqués jusqu'à maintenant. Ensuite, on reste sur de la Tezobeva. Donc là, c'est une autre étude de vraie vie, donc cette fois-ci rétrospective mais multicentrique, qui a été menée par l'équipe, de Caen.
qui s'est intéressé là aussi à l'efficacité et à la tolérance de la Tezobeva chez les patients qui étaient âgés de plus de 75 ans, avec la réalisation d'un score de proportion, donc adapté notamment sur la fonction hépatique et sur le stade du CHC, parce qu'on sait que ça, ce sont des facteurs indépendants de survie, entre les patients qui avaient moins de 75 ans et ceux qui avaient plus de 75 ans. Et comme vous pouvez le voir sur ces courbes de survie, eh bien, on voyait que la survie globale était similaire entre les deux groupes, tout comme la survie sans progression, la réponse radiologique, et qu'il n'y avait pas d'effet indésirable augmenté chez les patients de plus de 75 ans. Donc un message là aussi intéressant et rassurant sur l'utilisation de la Tezobeva chez des sujets plus âgés. Ensuite, encore de la Tezobeva. Cette fois-ci aussi une autre réponse, enfin une autre question qu'on se pose tous en ce moment, qui est d'essayer, eh bien d'identifier, ces malades qui vont répondre à la Tezobeva, pour discuter d'un down-staging ou autre. Et donc pour l'instant, malheureusement, on manque de données parce qu'on est encore un petit peu en retard, notamment sur le sujet de la biopsie, parce que comme vous le savez, jusqu'à maintenant, on pouvait diagnostiquer, enfin on peut toujours diagnostiquer le CHC à partir de l'imagerie. Et donc malheureusement, on a peu, de biopsies qui sont disponibles, biopsies qui nous permettent d'avoir plus d'informations concernant les mécanismes de la maladie et potentiellement de pouvoir, identifier ces malades répondeurs. Et c'est un petit peu ce qu'a réussi à montrer l'équipe de Beaujon, qui s'est intéressée donc aux patients traités par atezo-beva qui avaient bénéficié d'une biopsie avant traitement, et donc ils se sont, intéressés à un sous-type, un phénotype un petit peu particulier qui est le VETC, donc en fait qui s'intéresse surtout finalement, au vaisseau, avec un marquage particulier qui va être, marqué par le CD34. Et donc en fonction de tout ça, vous pouvez voir que, eh bien l'équipe avait différencié différents, sous-types de CHC, avec des patients qui avaient, un phénotype VETC majoritaire, comme vous pouvez le voir sur l'image du haut, des patients qui avaient plutôt un VETC minoritaire, dit incomplet, et ceux qui n'avaient pas du tout de marquage au VETC. Et donc ensuite, ils ont essayé de regarder si ces phénotypes-là pouvaient impacter, encore une fois, la survie globale, on est dans du CHC avancé, et la survie sans progression. Hop. Et comme vous pouvez le voir, donc ils ont différencié vraiment ceux qui avaient un phénotype VETC, un marquage fort versus les 2 autres populations. Et on voyait tout d'abord que ceux, qui étaient marqués au VETC présentaient une meilleure réponse radiologique, mais également une meilleure survie sans progression, donc là c'est la courbe en bleu, et aussi une meilleure survie globale. Donc ça, ce sont des données intéressantes. On avait déjà une signature ANAPAT qui avait pu être identifié par l'équipe de Julien Calderaro, mais plutôt axée sur les populations immunitaires. Et donc là, on a des nouvelles données qui sont plutôt axées sur ce profil de vascularisation avec ce phénotype VETC, qui sont aussi très intéressants. Donc une des questions qu'on peut se poser, c'est effectivement, est-ce que ces résultats seront aussi validés pour l'autre combination durvalumab tremelimumab, double immunothérapie, où il n'y aura pas d'anti-VEGF, parce que là, effectivement, pour la Tezobeva, la petite particularité, c'est le bevacizumab et cette action aussi au niveau des vaisseaux. Hop. Ensuite, passons maintenant, donc on reste sur du CHC avancé et on se positionne maintenant sur la deuxième ligne. Donc là, encore une fois, des données qui sont issues de la cohorte CHIEF, qui ont été, présentées par Marie de Cracker de Bordeaux. Donc là, le design de cette étude a été d'inclure tous les patients qui avaient été traités par atezo-beva ou sorafenib en première ligne, et donc ensuite, ils se sont, intéressés au traitement que ces malades ont reçu en deuxième ligne et à l'impact sur la survie globale, et aussi sur la survie sans progression. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que chez ces patients, déjà, première information, lorsque vous comparez la survie globale, quels que soient les sous-groupes,
des patients qui ont été traités par atezolizumab versus sorafenib, on voit effectivement, eh bien, que la médiane de survie, elle est nettement plus élevée, chez les patients traités par atezolizumab versus sorafenib, donc ce qui corrobore les données, de l'essai IMbrave 150. Et ensuite, ce qui est assez intéressant de noter, c'est que, eh bien, le fait d'avoir reçu une immunothérapie, notamment après atezolizumab, était associé à une meilleure survie globale en comparaison, à des TKI ou à d'autres traitements comme par exemple, du Gemox ou autre. Donc ça, c'est une première donnée, mais attention, il y a peu de malades qui ont été inclus dans ces groupes, donc on a besoin d'informations supplémentaires. Et lorsque vous regardez un petit peu les mêmes données, eh bien, pour le sorafenib, la deuxième ligne après sorafenib, vous pouvez voir qu'en fonction des différents types de traitements qui étaient, reçus, là, il n'y avait pas vraiment de différence en termes de survie globale. Donc les messages clés, c'était effectivement, meilleure survie globale après atezolizumab en comparaison au sorafenib. L'autre message important, c'était que seulement 50 moins de 50 des patients avaient pu bénéficier d'une deuxième ligne après la progression, sous atezolizumab ou sorafenib et que on avait quand même des résultats assez encourageants sur l'utilisation d'une deuxième ligne par immunothérapie après atezolizumab. Mais là encore, il nous faut des données complémentaires parce que le nombre de patients inclus restait faible. Et enfin, donc ça, c'est une autre communication qui a été présentée avec une approche un petit peu, innovante, qui a été présentée par Claudia Compagni, donc de l'équipe d'Avicenne, qui a présenté les résultats, des patients inclus dans le plan France, médecine génomique. Donc l'idée, si vous voulez, c'est d'aller, à réaliser des biopsies chez les malades qui ont progressé après une première ligne, de traitement, donc pour des patients qui présentaient une tumeur primitive hépatique. Donc ça pouvait être du CHC, du cholangiocarcinome, mais aussi des formes mixtes d'hépatocholangiocarcinome. Donc après progression, tout le monde y était biopsié. Il y avait une analyse moléculaire, complète qui était réalisée et l'idée, c'était ensuite, eh bien, d'aller voir s'il y avait éventuellement des cibles actionnables, qui étaient ensuite discutées en RCP moléculaire et ensuite on voyait si on pouvait leur proposer évidemment un traitement, complémentaire, une thérapie ciblée adaptée au profil moléculaire. Et donc, ce qu'on pouvait voir, c'est qu'effectivement, environ, 2 tiers des patients qui, ont été biopsiés avaient des altérations qui étaient actionnables. Donc là, c'est quelque chose quand même d'assez intéressant et 30 de ces patients ont ensuite reçu une thérapie ciblée qui était adaptée au profil moléculaire avec, un contrôle de la maladie dans environ 40 des cas. Donc des résultats qui sont assez intéressants, qui sont assez novateurs, mais tout ça pour vous inviter à biopsier aussi vos malades et n'hésitez pas parce que c'est ce plan de France Médecine Génomique, il est ouvert, dans toute la France, donc n'hésitez pas à référer aussi vos malades, à ce type d'études qui leur permettent vraiment d'avoir une analyse moléculaire complète, et un traitement le plus personnalisé possible. Donc ça, c'est une avancée. Il est possible aussi que dans les prochaines années, finalement, on évolue un petit peu plus comme ils le font en oncologie avec des traitements qui ne seront pas juste pour le CHC, mais des RCP moléculaires plus globales où pourront être discutées l'approche avec d'autres traitements qui sont utilisés dans d'autres types de cancers. Et donc, il est possible aussi que une RCP moléculaire et cas complexe soit mise en place aussi dans les prochains mois, mais on reviendra vers vous pour tout cela. Ensuite, la dernière partie de ma présentation portera sur les hépatites virales avec une première étude qui était les résultats d'une étude, de phase 3 multicentrique internationale qui a été présentée par, Tariq Assela, qui s'est intéressé à un traitement de 8 semaines par glécaprevir et biprant-tasvir, je dirais GP par la suite. Et donc l'idée c'était, d'évaluer la sécurité et l'efficacité de ce traitement chez des patients qui avaient une infection aiguë par le virus C qui n'avaient pas été traités jusqu'à maintenant. Et donc, il fallait qu'ils remplissent certains critères que vous avez dans l'encadré ci-dessous.
Et en termes, donc de critères, ce qu'ils souhaitaient, c'est qu'effectivement, eh bien, il fallait atteindre une réponse virologique soutenue à 12 semaines et on voyait que, eh bien, le traitement a été très efficace, puisqu'on était à 96 de, réponse virologique soutenue à 12 semaines chez les patients qui avaient été traités, par, ce traitement. Donc une nouvelle possibilité potentielle pour les patients avec une hépatite C, aiguë. Ensuite, une autre étude, sur les patients qui présentaient cette fois enfin, sur la vaccination cette fois-ci contre l'hépatite, B, donc une étude qui a été menée, par, l'équipe de Nancy avec une approche assez intéressante. Donc, comme vous le savez tous, donc effectivement, la vaccination contre l'hépatite B est recommandée chez les patients cirrhotiques avec à l'heure actuelle, un schéma à M1, M0 et M6. Sauf qu'effectivement, chez nos patients cirrhotiques, ce qu'on peut voir en pratique, c'est que eh bien, cette vaccination n'est pas toujours aussi efficace qu'on le souhaiterait. Et donc, c'est dans ce contexte-là que l'équipe de Nancy s'est posé la question eh bien, de proposer une autre approche vaccinale avec notamment plutôt une voie d'administration par voie intradermique et la possibilité également eh bien, d'appliquer de l'imiquimod afin eh bien, d'améliorer l'immunogénicité du vaccin. Et donc, en posant ce rationnel, donc ils ont mené ensuite une étude pilote, donc monocentrique, mais qui était randomisée. Ils ont inclus donc 60 patients qui aient présenté une cirrhose, qui n'avait pas été, vaccinés, enfin qui avaient été non répondeurs à une vaccination, contre le virus, de l'hépatite B. Donc randomisés en 3 groupes, un groupe standard intramusculaire, un groupe intradermique et un groupe intradermique avec application du patch de imiquinode. Et donc ils ont comparé, ensuite, notamment la séroconversion qui était l'objectif principal à M7 et ils ont aussi, observé donc des taux de séroconversion un petit peu plus précoces, la sécurité et la tolérance et aussi le taux d'évolution des anticorps entre 2 visites. Et donc là, effectivement, des résultats assez intéressants comme vous pouvez le voir, notamment sur la séroconversion. Ou ce qu'ils ont pu mettre en évidence, c'est que la séroconversion était, meilleure, 89 chez les patients qui avaient bénéficié d'une injection intradermique par rapport à 40 pour l'injection intramusculaire standard. Et ce qu'on voyait par contre, c'est que l'ajout de l'imiquimod, comme vous pouvez le voir ici, n'améliorait pas franchement, les résultats pour la séroconversion. Hop et on voyait aussi, que finalement en termes, de sécurité, ils n'avaient observé qu'un seul événement indésirable local et celui-ci était dans le groupe intramusculaire et non pas dans le groupe intradermique, et dans le groupe, imiquimod. Et on voyait bien aussi effectivement comme vous pouvez le voir ici, eh bien le taux d'évolution des anticorps anti-HBs, qui, donc lorsqu'on regardait sur l'intramusculaire qui bougeait pas vraiment entre M1 et M7, mais qui augmentait vraiment, notamment dans le groupe intradermique et intradermique puis imiquinone à M7. Donc la conclusion était qu'effectivement chez ces patients qui ne répondent pas à une vaccination intramusculaire, eh bien l'abord intradermique pourrait être une approche intéressante et aussi bien tolérée. Et enfin, la dernière étude, que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est l'étude, une étude qui a porté sur l'histoire naturelle de l'hépatite B delta, présentée par Lucia Parlati, pour le groupe, d'études ANRS AFEF Hépater. Donc qui a été un petit peu le but de cette étude, c'était de regarder un petit peu les caractéristiques, et les outcomes de nos patients qui présentent, des hépatites VHB, VHD à partir de la cohorte hépater et donc une étude, cas témoin, qui comparait donc ces malades, VHB-VHD aux malades VHB seuls et en termes, d'objectifs, donc ils ont regardé la survenue de complications hépatiques, donc décompensation de la cirrhose et survenue du CHC et aussi la transplantation hépatique et la
mortalité. Donc si vous regardez un petit peu les caractéristiques de cette étude cas témoin, donc lorsqu'on compare les patients VHB et VHB-VHD, ce qu'on pouvait voir, c'est qu'en termes de différence, en termes un petit peu de caractéristiques générales de la population, on voyait plus de patients originaires d'Afrique subsaharienne chez le groupe de patients VHD-VHB. Aussi en termes de fibrose, on voyait que la fibrose était plus avancée chez les patients VHB-VHD, avec 35% de cirrhose dans ce groupe versus 8% pour les VHD simples. Ce qu'on voyait aussi, c'est non, en termes traitement antiviral à l'inclusion, il y avait une petite différence avec plus de traitements dans le groupe VHB-VHD, mais sensiblement les mêmes. Et aussi chez les patients qui avaient au moment de l'inclusion un ARN VHD qui était détectable, eh bien, ces malades-là présentaient plus de fibrose avancée, des transaminases plus élevées et des plaquettes plus basses. Et donc, en termes d'événements, donc tout d'abord, ce qui était important de noter, c'est qu'effectivement, lorsque vous avez une hépatite delta, eh bien, ceci était associé à une augmentation d'incidence, notamment de survenue du CHC, de la survenue d'une décompensation de la cirrhose et aussi du recours à la transplantation hépatique. Donc ça, comme assez attendu et décrit dans la littérature. Et aussi, on voyait que eh bien, survie sans complications hépatiques était nettement moindre chez les patients qui avaient une hépatite delta par rapport à l'hépatite B seule. Et ce qui est assez intéressant mais assez logique, c'est finalement eh bien, cette survie sans complications hépatiques plus faible s'observait majoritairement chez les patients qui avaient une fibrose avancée et non pas ceux qui avaient une fibrose modérée. Et l'autre donnée qui était importante de cette étude était que le fait effectivement, eh bien, d'avoir, charge virale VHD positive lorsque vous présentiez une fibrose avancée, là aussi était associé à une moins bonne survie sans complications hépatiques. Donc le message, c'était effectivement que cette co-infection, elle augmente le risque de complications hépatiques, donc confirmé dans notre, cohorte française. Elle augmente le risque de décès et qu'il semble, impératif de contrôler le VHD puisque ceci pourrait effectivement réduire donc l'évolution vers le stade de fibrose plus sévère et aussi réduire les complications qui sont associées à une maladie hépatique plus avancée. Voilà pour moi. Merci. Maintenant, on est un peu pris par le temps, hein, mais c'est bien, c'est qu'il y avait beaucoup de choses à discuter, tant mieux. On va faire très court pour les questions. On va terminer à 21h30, dernier délai, hein. On a déjà pas mal avancé et abordé pas mal de sujets. Une première question du docteur Fandy, finalement, c'est donc sur la vaccination, hein, VHB des patients cirrhotiques. Est-ce que toi, tu recommanderais une vaccination intradermique chez ces patients-là? Alors, tu nous as montré les données avec ou sans Dibikimod, hein. Et qu'est-ce que tu proposes aux patients hémodialysés? C'est une vaccination qu'on a parfois un petit peu tendance à laisser de côté, malheureusement, hein, chez les patients cirrhotiques, la vaccination pour le B, hein, même si les recommandations sont de le faire. Ouais, donc c'est vrai que c'est quand même une vaccination qui reste très importante, qu'on a, comme tu viens de le dire, qu'on a tendance à oublier. Donc ça, il faut vraiment qu'on la remette dans nos pratiques. Après, je pense qu'on peut tenter l'intramusculaire en première intention de façon standard, de façon simple, et que si effectivement, eh bien, cette vaccination, elle n'est pas assez efficace, enfin qu'elle ne fonctionne pas, dans ce cas-là, potentiellement se poser la question de l'intradermique. Après, c'était une étude un petit peu une étude assez novatrice, là encore une fois, une preuve de concept. Donc je pense qu'il nous faut aussi un petit peu plus de données, mais je pense que l'équipe de Nancy, de toute façon, va continuer, pour qu'on ait plus de données pour valider cette approche, mais qui semble quand même assez intéressante. Tout à fait. Oui, oui, absolument. Alors l'autre point qui est intéressant dans alors, je passe à la CBP, hein, c'est le fait que finalement, outre la réponse biochimique, entre guillemets, hein, le match agoniste delta sélectif ou pas et fibrate,
on semble avoir maintenant de nouveaux critères de jugement et ça, c'est intéressant, hein, vis-à-vis du Mmh. prurite, vis-à-vis de la fatigue et c'est vraiment très utile ces données qui s'accumulent. Alors la place de ces agonistes Vipar delta va être évidemment, à préciser dans les temps qui viennent et leur positionnement par rapport aux fibrates. Est-ce qu'ils seront disponibles ou pas? Ça reste, à voir, mais c'est intéressant dans une pathologie pour laquelle il y a en réalité beaucoup de symptômes différents, pour lesquels on se retrouve assez démunis, de voir arriver toutes ces données, qui ne sont pas uniquement basées sur les phosphatase alcalines. Et puis pour terminer, comme tu es vraiment l'experte du CHC, moi je voulais avoir ton avis sur 2 points. Le premier point, c'est l'immunothérapie, alors atezolizumab ou autre immunothérapie, hein. Tu as montré des données sur l'atezolizumab et Child B. On est globalement pas très à l'aise. Alors tu as bien montré, hein, toutes ces données françaises qui sont intéressantes et que tu as analysées. En pratique, un patient qui est Child B, tu le traites pas, ça dépend du Child B. Tu regardes si c'est B sur l'albumine, si c'est B sur l'acide. Si tu avais un message simple à faire passer à nos collègues qui voient moins de CHC que toi. Alors donc effectivement, ça c'est une question difficile, dont on parle de plus en plus et on dit souvent Child-P et Child-Pugh-B, mais comme tu l'as dit, il y a beaucoup de Child-Pugh-B qui peuvent être différents. Ça peut être du B sur, par exemple, de l'albumine avec peut-être un gros burden tumoral, beaucoup d'inflammation. Ça peut être du B sur une élévation de la bilirubine avec peut-être une fonction hépatique quand même qui est en souffrance ou ça peut être un petit peu d'acide dans un contexte aussi d'invasion vasculaire, par exemple. Donc c'est vrai qu'on a plein de populations B un petit peu différentes. L Je dirais que le Child-Pugh B7, oui, j'aurais tendance à y aller, mais encore une fois, c'est aussi des discussions qu'il faut avoir au cas par cas et notamment aussi avec le patient parce que c'est quand même une situation, qui peut entraîner des complications, des compensations de cirrhose plus sévères et le décès. Donc ça, c'est vraiment des discussions aussi qu'il faut avoir au cas par cas. Après, il y a une autre donnée qu'on utilise de plus en plus qui apparaît d'ailleurs dans les recommandations de l'AFEF, c'est le score ALBI. Là aussi, on voit quand même là, je vous ai pas montré enfin si, on voit un petit peu les données, mais on voit Mmh, quand même que le score ALBI 3, on voit quand même que là, les données, enfin les outcomes sont quand même pas très bons. Donc c'est vrai que les ALBI score 3, j'aurais tendance à pas forcément les traiter. Mais encore une fois, on est sur du cas par cas. C'est-à-dire que si vous avez un patient jeune pour lequel vous voulez tout tenter, éventuellement voir si on peut pas le downstager en se disant aussi que ce Child-Pugh B est lié au burden tumoral, voilà. Mais si on mmh. reste simple, Child-Pugh B7, pourquoi pas? Albi 3, moi je n'irais pas forcément et après pour les autres situations, on est du cas par cas, mais avec la nécessité d'en discuter avec le patient et de bien l'informer des risques, si on s'oriente vers tout ça. Oui, puis ces études, je crois qu'elles soulignent aussi, l'importance et la force, des travaux multicentriques, français, hein, parce que tu as montré beaucoup de données qui sont intéressantes et qui vont nous aider beaucoup dans nos pratiques. Je vais m'excuser auprès des personnes qui ont posé des questions et on va pas pouvoir, répondre, à toutes malheureusement par manque de temps. Maintenant, si tu veux bien, avancer un tout petit peu les diapositives. Je tiens à remercier donc tous nos partenaires, hein, qui ont permis de faire ce webinaire. Je tiens bien entendu à remercier, Laure et Manon pour, la qualité de leur présentation et de la préparation de ces travaux. C'est toujours un petit défi, hein, de digérer un congrès, donc merci à toutes les 2. Et puis je voudrais vous rappeler les prochains rendez-vous de l'AFEF. Alors, il y a le traditionnel rendez-vous du mois de janvier, hein, qui est donc, la conférence, web, d'actualité en hépatologie, donc aura lieu le 26 janvier. Et puis il y a d'autres événements. Il y a les journées de recommandation sur, la prise en charge des hépatites virales B, et delta. Donc ça aura lieu au début du mois, de février. Et puis donc, si tu veux bien passer simplement la diapositive suivante, Manon. Donc ça, c'est l'invitation, officielle qui sera évidemment disponible sur, le site internet de l'AFEF. Donc ça aura lieu à Paris, à l'Institut Imagine. Et puis, l'événement, qui se renouvelle maintenant tous les ans depuis, plus de 25 ans, donc c'est les Journées de la FEF qui auront lieu à Strasbourg au début du mois d'octobre. Ce sera un tout petit peu plus tard que cette année, à Montrouge et on espère vous y voir nombreux.
Voilà, je vous remercie tous d'avoir participé à cette conférence de débrief. On espère qu'elle a répondu à vos attentes et je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.